face au trafic de stupéfiants. Nous allons présenter au fur et à mesure du déroulé nos intervenants, mais je tiens tout d'abord à saluer la présence de Monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu à notre invitation, et ce qui nous permettra, au regard de votre délégation ministérielle, d'étendre cette réflexion sur les questions de citoyenneté et de jeunesse, parce que la lutte contre les stupéfiants est bien sûr une question de sécurité publique, et vous relevez du ministère de l'Intérieur, mais aussi d'un contre-discours que nous devons porter en direction de la jeunesse. Monsieur le Président de l'Association des maires de France, bonjour. Vous introduirez le débat dans quelques instants. C'était une volonté à la fois du Président de l'Association des maires de France, Monsieur David Lisnard, mais aussi des deux coprésidents de notre groupe de travail, Monsieur Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël, et Monsieur Jean-Paul Jandon, maire de Cergy, d'introduire ce débat dans le cadre du Congrès des maires de France. Non pas que les maires soient au cœur de la réponse, c'est une question éminemment régalienne, mais les maires sont régulièrement interpellés par leurs concitoyens en termes de tranquillité et de sécurité publique. Effectivement, le ministre de l'Intérieur a dit qu'on était en phase de basculement vers un narco-État. Nous le verrons peut-être un peu plus tard. Mais tous les maires constatent à la fois l'inondation du marché par les produits stupéfiants, des produits stupéfiants de plus en plus dangereux, avec une avancée forte de la cocaïne, une densité en THC du cannabis qui est extrêmement forte, une baisse spectaculaire du coût aussi des produits stupéfiants. On est passé en 90 d'un gramme de cocaïne à 320 € à 65 grammes aujourd'hui. Ça ne suit pas le prix des autres produits légaux, on va dire. Un niveau de consommation très important en France, une généralisation du trafic, 3000 points de deal en France, plus des nouveaux modes à travers le Uber Sheet de distribution. Une pression aussi, on le verra, qui s'affirme sur tous les acteurs publics, les dockers, les policiers, les magistrats, les élus, les gardiens de prison. Et c'est aussi une ultra-violence à travers un nombre d'homicides considérable et le basculement de jeunes, de plus en plus jeunes, qui pour 1000 €, 2000 € sont prêts à tuer et sont recrutés par les réseaux sociaux. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Monsieur le Président de l'AMF et au coprésident M. Masquelier pour peut-être nous dire un mot sur leur situation locale, comment ils vivent et pourquoi cet atelier a été institué au sein du Congrès. Monsieur le Président. Merci beaucoup de cette introduction très, très précise et pertinente. Je ne vais pas refaire les saluts protocolaires parce que d'abord j'en oublie tout le temps, donc je vexe, mais je veux bien sûr saluer Monsieur le Ministre. Merci de votre présence, Monsieur le Ministre, parmi nous, tous mes collègues maires. Je veux saluer aussi les parlementaires qui ont eu un rôle déterminant pour la prise de conscience de cette problématique. Cher Étienne Blanche, cher M. Durin, merci à vous. Ce rapport parlementaire était très fort au mois de mai dernier et il a conforté les constats que nous pouvons faire sur le terrain. Je vais en dire quelques mots. Je veux saluer bien sûr tous les représentants des autorités civiles et militaires, selon la formule consacrée et ô combien pertinente, police nationale, gendarmerie nationale, également judiciaire. Nous travaillons la mano avec les procureurs de la République et bien sûr mes collègues maires. Pourquoi nous avons souhaité, avec les instances de l'AMF, organiser cette table ronde? Tout simplement parce que, d'abord, nous voulions porter témoignage de ce que nous constatons sur le terrain, que ce soit évidemment en milieu urbain, mais aussi de plus en plus en milieu rural, qu'on soit de gauche ou de droite, qu'on soit jeune ou vieux, nous voyons la montée des narco-mafias sur le territoire national. Moi, je l'ai constaté dans la ruralité. J'avais tiré une sonnette d'alarme, je crois que je ne sais plus si c'était dans le Parisien ou dans le Figaro il y a 3 ans, en allant dans des départements ruraux que j'avais bien connus quand j'étais très jeune, puisque j'ai passé une partie de ma vie en Limousin, et où je voyais dans des centres-bourgs manifestement des points de deal, et au-delà de points de deal, des zones parfois de production et des relais de distribution. Et c'est ce qui m'avait frappé par rapport à il y a quelques années où c'était impensable. Et dans des villages, effectivement, bien sûr, tout ce qui est cannabis, mais de plus en plus, drogue de synthèse, etc. Et puis, je le vois dans ma commune, qui est une commune très contrastée, qui est une commune à la fois internationale et donc qui accueille du narcotrafic, j'allais dire mondain, et une commune qui a un taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale, 21% à Cannes contre 13,8% en France, et donc du narcotrafic plus conventionnel, j'allais dire plus classique. Et ce qui est frappant, c'est de voir la réalité du deal dans la rue, mais surtout la réalité du deal en livraison directe. C'est vraiment le phénomène. Ce que j'ai constaté aussi, c'est la porosité
entre les zones gendarmerie et les zones police, c'est-à-dire parfois des zones de réserve de marchandises en zone gendarmerie et une irrigation des zones plus urbaines depuis, je le vois très bien chez moi, depuis Mougins ou la Roquette-sur-Sienne qui sont en zone gendarmerie, qui est une irrigation des quartiers urbains les plus urbanisés de ma commune. Ce que l'on constate aussi, et je pense qu'il faut poser les bons constats, c'est une altération du rapport au logement et au logement social. C'est-à-dire, je le dis moi de façon très pragmatique, hein, il n'y a que le domaine de la réalité qui nous intéresse. Je l'ai vécu, je le vois dans certaines tours chez moi, je l'ai vu ailleurs. À partir du 8e étage, je sais qu'à la tour numéro 5 à Enghien, eh bien, on a des dealers qui ont des points de filtre, que certains logements sont réaménagés en duplex, etc. Voilà, ça c'est des réalités. Et que c'est absolument inadmissible et insupportable parce que ça se fait au détriment de beaucoup de nos compatriotes qui entendent un logement social. Ils ne comprennent pas que des personnes qui ont des voitures de location immatriculées en Allemagne de très grosses cylindrées, qui ont du patrimoine immobilier payé on ne sait comment, etc., bloquent l'accès aux logements sociaux à ceux qui le méritent. On voit une altération de la santé et de la santé mentale. C'est un problème évidemment aussi sanitaire. Le nombre de gens qui sont cramés, si vous me permettez l'expression triviale, parce qu'ils sont altérés par les stupéfiants. On voit des établissements de blanchiment. Je le vois très bien où j'habite, boulevard de la République. Tout d'un coup, on a vu des kebabs qui ont ouvert. Certains sont de formidables dirigeants de kebab et je vous recommande de les déguster. D'autres n'ont jamais un client mais déclarent des gros chiffres d'affaires. Puis ça a été des pizzerias. Et puis maintenant, c'est des barbiers. Moi, je suis sidéré de voir le nombre de barbiers coiffeurs dont certains sont toujours vides. Alors, attention, la majorité des barbiers, des pizzerias et des kebabs sont des gens très respectables. Mais il y a une réalité de blanchiment qui n'est pas que des réseaux internationaux très subtils via Dubaï, qui est une des plateformes du blanchiment, il faut dire les choses, mais qui est aussi très locale. Et le sentiment d'impuissance à l'égard de ce phénomène qui est à la fois du domaine sécuritaire, mais aussi sanitaire. La montée de nouvelles formes de stupéfiants qui ne sont pas reconnus comme tels, mais qui sont une première marche vers l'accès à la drogue. Je pense au protoxyde d'azote. J'étais une des premières communes qui a pris un arrêté d'inhalation sur la voie publique. C'est un phénomène, mais grandissant. Je le dis devant Monsieur le ministre, mais qu'il le sait parce qu'il est dans la réalité pour le connaître, mais représentant des forces de l'ordre. Le matin, quand vous faites une tournée de nettoiement, vous voyez le nombre de bonbonnes de protoxyde d'azote. Ils ne sont pas mis à la chantilly. Hein. Voilà, c'est vraiment de l'inhalation et de la consommation, etc. Donc face à cela, la nécessité et l'esprit des mesures qui ont été annoncées vont dans ce sens d'une mobilisation générale, non seulement sur le plan régalien, j'allais dire sécuritaire. L'État a été inventé pour cela. Donc c'est avant tout une problématique, une compétence, une responsabilité, ça a été parfaitement dit, de l'État. Mais non seulement de faire intervenir les forces de l'ordre, ministère de l'Intérieur, police nationale et gendarmerie, de revoir le code pénal pour qu'il soit adapté à la réalité de la délinquance des mineurs et que les peines elles soient rapides, certes proportionnées, mais rapides et effectives dans la privation de liberté, parce que ça fait partie aussi de l'apprentissage de la vie et de l'autorité de l'État, mais aussi à travers, donc, on l'a compris, le ministère de la Justice, de l'Intérieur, mais aussi le ministère de l'Économie et des Finances. On doit avoir un travail beaucoup plus puissant et fort de lutte contre le blanchiment. Et nous, en tant que maire, enfin moi, en tant que maire, ce que j'aimerais, on va avoir beaucoup de témoignages, c'est que lorsqu'on signale des établissements, on ait un retour, on sache. C'est très important pour nous. Aujourd'hui, on ne l'a pas. J'ai été commerçant, j'avais des contrôles fiscaux, des contrôles URSSAF régulièrement, surtout depuis le jour où j'ai été élu. Je trouve ça tout à fait normal, il n'y a pas de problème, mais j'aimerais qu'il y ait la même âpreté contre des établissements dont on peut imaginer, et on n'est pas enquêteur, on n'en a pas le droit d'ailleurs, qu'ils soient des établissements de blanchiment. Et puis aussi une action internationale, parce que voilà, il faut regarder les choses en face, même s'il y a de plus en plus de production locale, il faut le dire aussi, mais sur le cannabis, quand on voit les flux qui arrivent du Maroc, les champs de cannabis au Maroc, ce n'est pas que pour l'usage thérapeutique interne. Voilà, hein, il faut dire les choses très clairement. Deuxième élément, je suis frappé par la montée de la cocaïne. Je le vois dans les saisies par les services de police municipale. Il y a des saisies tous les jours en flagrance, puisqu'on ne peut pas aller au-delà. Et on a toujours du cannabis, il y a toujours du shit. Mais désormais, il y a quasiment tout le temps des pochons ou des bonbonnes de cocaïne. Et ça, avant, ce qui était marginal, c'est devenu quasi systématique, mais en quelques années, quoi. C'est assez spectaculaire. Et troisième élément, les drogues de synthèse. Je trouve qu'on est démunis sur les drogues de synthèse. Or,
on sait que la cocaïne, donc j'ai parlé du Maroc pour le cannabis, la cocaïne, elle rentre par la Guyane française. Moi, je l'ai vu sur le Maroni, quand la gendarmerie ne pouvait pas être toujours sur le fleuve, tout d'un coup, les pirogues motorisées qui traversent le Maroni et qui amènent tous les produits de contrebande, y compris la cocaïne, qui rentrent sur le territoire national. C'est vrai aux Antilles françaises. C'est peut-être d'ailleurs une des causes de la violence actuelle dans les Antilles françaises. Je termine. Je pense aussi aux drogues de synthèse. Et il me semble qu'il y a des flux de drogues de synthèse qui viennent du Benelux en particulier, et qu'il faudrait qu'on arrive à être mieux équipés localement contre ces drogues de synthèse qui sont vraiment extrêmement dangereuses sur le plan sanitaire. Donc, altération des comportements, altération de la santé mentale, altération de l'économie, parce que ça fausse tout le rapport au travail. Quand des gamins prennent des centaines d'euros, je ne vais pas utiliser les termes qu'on utilise entre nous, mais pour guetter, on va dire, ou signaler, qu'on ait des moyens, nous, de mairie, pour peut-être expulser des dealers avérés et confirmés des logements sociaux, parce que c'est absolument incompréhensible pour la population qu'on les regarde faire leur business et pourrir un quartier, et puis qu'on puisse mieux intervenir. Et localement, je pense que nous, maires, on a un rôle à jouer avec les services de l'État contre le blanchiment et contre le détournement des locaux commerciaux à des fins de blanchiment. En tout cas, merci à vous de mobilisation. On est très nombreux aujourd'hui. J'étais sûr que ce thème intéresserait. Depuis, l'actualité, malheureusement, nous a rejoints. Malheureusement et heureusement, puisqu'il y a un plan d'action annoncé par le gouvernement, et c'est ce que l'on va évoquer maintenant. Et merci à vous tous de votre présence, de votre participation, de vos témoignages, des témoignages de maires de toute couleur politique. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés et réunis pour dire qu'il faut s'attaquer à ce fléau de narco-mafia sur le territoire national. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce forum se déroulera en 3 séquences. La première partira du diagnostic, où on recueillera le témoignage des 2 sénateurs qui ont rédigé le rapport qui a donné corps à ce débat. Après, une deuxième séquence où nous donnerons la parole à 3 maires qui correspondent à des caractéristiques géographiques différentes, littorales, franciliennes et ultramarines. Et on aura une 3e séquence qui sera sur la réponse de l'État à travers témoignages de procureur de la République, forces de sécurité intérieure et un éclairage universitaire. Avant de commencer ces 3 séquences, M. Masculier, coprésident de la commission sécurité de l'AMF, va nous dire un petit mot sur qu'est-ce qui a entraîné à la fois l'instauration de ce débat au sein de ce congrès et puis aussi témoigner de sa situation locale. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci d'être parmi nous pour toute cette matinée, pour échanger. Monsieur le Président, également de votre présence. C'est un honneur. C'est un thème que vous avez souhaité, ceci depuis de nombreux mois. Ce n'est pas seulement rattaché à l'actualité, dans la mesure où nous sommes aussi très modestes par rapport à ce phénomène qui nous échappe, ce phénomène qui est nouveau. Je crois que c'est la première fois que dans un congrès des maires, on évoque le narcotrafic. Alors, vous avez des documentaires, vous avez des reportages TV, vous avez des séries aussi qui interpellent énormément sur ce sujet. Pour ma part, il y en a un récemment sur le port d'Anvers. Je ne sais pas si vous l'avez vu, un certain nombre d'entre vous, qui expliquait effectivement comment toute la société pouvait se retrouver touchée par rapport à ce trafic. L'extrême violence, bien entendu, et l'actualité le montre, mais également des phénomènes de corruption, dans la mesure où vous avez énormément d'argent avec le narcotrafic, et c'est une des problématiques d'avoir autant d'argent qui permet aux narcotrafiquants aussi d'acheter un certain nombre d'échelons de la société, de s'acheter en quelque sorte aussi une impunité avec la violence, les menaces, dans la mesure où vous aviez, c'était des agents portuaires qui avaient refusé d'être corrompus, mais vous aviez leur famille qui était directement menacée. Et puis vous aviez également le procès, dans la mesure où vous aviez une tête de réseau qui avait été arrêtée, et vous avez le ministre de la Justice belge et sa famille qui ont été protégés. Et nous avons également l'exemple italien, on aura l'occasion de l'évoquer, c'est pour ça qu'on a demandé aussi à une chercheuse d'être parmi nous pour nous expliquer, monsieur les parlementaires aussi, puisque vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet, si nous avons une action forte, qu'est-ce que ça implique? Dans la mesure où en Italie, on l'a vu, la destruction d'une économie de type mafieuse amène aussi à des menaces sur des policiers, sur des magistrats,
à des exécutions, même dans un certain nombre de cas. Et donc, c'est-à-dire que notre société se retrouverait aussi entièrement bouleversée par rapport à la lutte nécessaire. Alors, bien entendu, en tant que maire, nous n'avons que des moyens qui sont limités. C'est notamment à travers nos polices municipales. Et je fais un peu de teasing, puisque cet après-midi, nous aurons une table ronde consacrée à la question de l'évolution des missions de la police municipale. Et c'est important aussi de savoir quel est notre rôle avec les moyens dont nous disposons. Le maire dispose de beaucoup d'informations, de renseignements, et nous collaborons et nous coopérons aujourd'hui avec les services judiciaires ou encore avec les services de police et de gendarmerie. Ça, c'est notre quotidien. Et donc, nous avons souhaité cette table ronde afin de pouvoir définir, de réfléchir sur ce que doit être notre place, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire aussi, et sur ce que nous pouvons faire. Donc, c'est pour ça que nous sommes particulièrement heureux avec Jean-Paul Jandon d'organiser cette table ronde. Et je cède immédiatement la parole parce que c'est avec beaucoup d'intérêt. Donc, on va s'enrichir de votre expérience à chacun d'entre vous. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors nous allons maintenant avoir une vision un peu macro, parler de cette grosse entreprise avec un chiffre d'affaires entre 3,5 milliards et 6 milliards qui emploie 240 000 personnes. Je parlais du trafic de stupéfiants plus que d'EDF pour avoir une référence. Je vais céder la parole donc au président et au rapporteur de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France, le sénateur Jérôme Durain et Étienne Blanc. Et je vais vous poser à tous les deux questions. La première... La première, c'est peut-être, parce que comme je suis maître du temps, je vais être très autoritaire. Peut-être en 3 éléments, qu'est-ce que vous avez retenu à titre personnel du diagnostic? Après, on verra sur les solutions, mais peut-être 2-3 éléments du diagnostic que vous avez pu établir à travers votre rapport parlementaire. Très bien, merci. Et c'est un dossier, évidemment, on n'a pas découvert le problème du narcotrafic en France, mais ce qui nous a frappé, c'est l'ampleur. Et pour répondre très clairement à votre question, les signes les plus marquants, ça a été quoi? D'abord, c'est le chiffre d'affaires. Entre 3,5 milliards et 6 milliards. On peut difficilement l'arrêter précisément, vous comprendrez pourquoi. Mais un élément de comparaison, le budget du ministère de la Justice, il est à 7,5 milliards. Et si le chiffre d'affaires, il est à 6,5 milliards, voilà ce que ça veut dire, avec la rémunération de la pénitentiaire, des magistrats administratifs ou judiciaires. Donc, c'est la première chose qui nous a frappé. La deuxième chose qui nous a frappé, vous l'avez dit, c'est le chiffre de 240 000. C'est une entreprise absolument considérable. Alors, des gens qui travaillent totalement ou partiellement au service du narcotrafic. Ça veut dire aussi que si vous supprimez leur job, il y a des conséquences qui sont des conséquences extrêmement importantes, notamment dans des quartiers sensibles. C'est une question qui mérite d'être posée. Et puis, la troisième chose qui nous a impressionnés, c'est que sur ces 6,5 milliards, on saisit 100 millions. Et 100 millions, c'est la totalité de la criminalité organisée. Ce n'est pas seulement le narcotrafic. Ça veut dire que ce que l'on saisit, c'est epsilon. Et on saisit au terme de procédures extrêmement lourdes, extrêmement compliquées. Voilà, moi, ce sont les 3 chiffres qui m'ont le plus impressionné dans nos travaux. Monsieur le Président. Premier point, c'est l'argent. L'argent, parce qu'on voit bien que c'est un business, le narcotrafic, et que cette seule motivation anime les criminels du haut du spectre, des patrons, jusqu'aux petites mains du trafic, et que maintenant la prison n'est plus une entrave. Vous avez entendu la formule 1000 fois. Quand on a interpellé le trafiquant, on n'a pas vu beaucoup d'émoi dans ses yeux. Quand on a mis la BM sur le camion, là, ça commençait à être plus compliqué. C'est assez caricatural, mais on nous l'a dit à plusieurs reprises. Deuxième point, c'est les quelques éléments centraux de notre rapport. Extension territoriale, c'est la France des sous-préfectures, c'est la France des villages. Ce ne sont plus seulement les grandes métropoles.
La violence, ça a été dit, j'ai remis le rapport imprudemment au président Lisnard, mais comme il le connaît déjà, ça ne lui servira pas à grand-chose, puisqu'il a tout dit. Mais c'est la violence, c'est le rajeunissement. Et puis, pour terminer, les deux phénomènes extrêmes. La corruption d'un côté et l'absence de code de l'autre. La corruption, on n'est pas encore un narco-État. La mexicanisation, c'est une façon de dire qu'il y a une pente glissante. On n'en est pas là. Mais malgré tout, ces deux phénomènes très inquiétants que sont la corruption, qui est partout, pas partout systématiquement, mais dans toutes les institutions un peu. Et cette corruption dite de basse intensité, elle dit quand même quelque chose d'un phénomène qui corrode notre société. Et le deuxième élément, c'est la criminalité hors de conscience. Je vois qu'il y a un très bon bouquin ici qui s'appelle Tueur à gages. Vous vouliez sans doute l'utiliser tout à l'heure. Je vous vole la primauté. Mais les phénomènes qui sont décrits dans ce livre, de gamins qui perdent le contrôle, qui à 14 ans passent du deal, du chouf à l'assassinat, ça aussi c'est très inquiétant. Votre rapport, qui d'ailleurs se traduit dans une proposition de loi, comporte plusieurs préconisations. Je pense à la procédure coffre, par exemple, qui fait débat. Je pense à un parquet organisé, autour de la criminalité organisée. Enfin, beaucoup de propositions. Peut-être est-ce que vous pourriez nous en donner chacun, peut-être les deux qui vous tiennent vraiment à cœur. Et peut-être il y a eu pas un reproche, mais une nuance par rapport à votre rapport sur la question de la santé. Est-ce que là-dessus, il y a aussi quelque chose une mesure qui vous semblerait utile? Je pense par exemple à la question des crackers qui sont complètement inintelligibles par rapport à la plainte, enfin à une procédure. Voilà, peut-être 2-3 mesures à partir de votre rapport que vous souhaiteriez mettre en avant. Oui, vous l'avez dit, à l'issue de nos travaux, nous avons souhaité, avec Jérôme Durin, présenter une proposition de loi. Les travaux parlementaires, ils ont du sens quand ils se traduisent pratiquement par un changement profond des pratiques judiciaires. Donc on a préparé une proposition de loi d'une vingtaine d'articles, ils sont d'importance inégale. Et une observation d'abord très générale. On travaille actuellement avec le garde des Sceaux et avec le ministre de l'Intérieur pour caler le texte et faire en sorte qu'il n'y ait pas de difficultés d'ordre juridique et que notre texte il soit parfaitement conforme avec notamment les dispositions constitutionnelles. Moi j'ai un sentiment, je ne sais pas si Jérôme le partage, mais les parlementaires, nous avons perdu un peu de liberté parce que le droit européen, parce que le Conseil constitutionnel nous contraignent sur un certain nombre de dispositions. Donc on va s'attacher à faire en sorte d'être conforme, mais on va aller le plus haut possible pour que notre texte ait beaucoup de sens. Alors, quelques propositions. Une, moi, qui me tient particulièrement à cœur. Le narcotrafic, c'est comme une entreprise. Il y a un client tout en bas de l'échelle et il y a l'organisateur de l'entreprise tout en haut qui est propriétaire de l'entreprise. Si on veut taper juste, il faut détruire cette entreprise. Et pour la détruire, il faut rentrer dans l'entreprise. Et aujourd'hui, nous avons un véritable problème, c'est le problème des infiltrés civils. Quand vous avez un indicateur, vous êtes policier, vous le laissez rentrer dans le système. S'il continue à trafiquer, et il faut qu'il trafique pour vous donner des informations de premier ordre, s'il continue à trafiquer, quand vous êtes policier et que vous l'instrumentalisez, vous êtes en situation d'insécurité juridique. Vous pouvez être complice de l'infraction, co-auteur. Vous pouvez voire même être soupçonné de provoquer l'infraction. Et c'est vrai que plus l'infiltré travaille, plus il vous donne d'informations. Il faut clarifier cette situation. La deuxième chose, et ça sera la dernière pour moi, je laisserai ensuite la parole à Jérôme, mais la deuxième chose qui m'a paru très importante, c'est la spécialisation de la chaîne pénale. C'est un sujet très compliqué. Il faut des magistrats spécialisés, comme il faut d'ailleurs des policiers et des gendarmes spécialisés. Un exemple tout simple. Dans une cour d'assises, quand vous avez des jurés, aujourd'hui nos jurés, ils sont menacés. C'est-à-dire que vous avez des jurés qui jugent sous contrainte. Là, il faut des magistrats spécialisés, une cour d'assises spécialisée. Il n'y aura pas de jurés. Il y aura des magistrats professionnels. Eux, ils ont l'habitude, ils savent faire. Et c'est une spécialisation complète de la chaîne pénale, du sommet, de la justice, mais aussi dans les forces de police et de gendarmerie, une spécialisation qui permet de mieux comprendre le système et de mieux lutter contre. Merci, monsieur le sénateur. Monsieur le sénateur Durin. Oui, peut-être une remarque liminaire sur ce travail transpartisan. Il n'est pas surprenant que ce soit un travail sénatorial, et je crois qu'on a là le meilleur du travail sénatorial. Il faut le dire aussi au passage, parce qu'il y a ici un homme de droite, un homme de gauche. Quand vous lisez le rapport, je ne sais pas si vous arrivez à savoir lequel est qui, parce que
deux bons sénateurs. Parce que, au fond, la question du narcotrafic, c'est un peu la grenouille dans la marmite d'eau. Au début, c'est froid, c'est tiède, et à la fin, c'est en train de bouillir, c'est trop tard. La société, elle se retrouve face au narcotrafic, face à un phénomène que personne n'a vu venir ou dont personne n'a pris la mesure réelle. Et aujourd'hui, moi, le sujet central, je pense qu'on a affaire à une organisation planétaire, systémique, des vrais pros, des brokers, des gens qui font de la logistique, des tueurs. Enfin, c'est vraiment des businessmen aguerris. Et nous, on est un peu, je le dis avec toute la prudence que mérite le sujet, dans une réponse, pas amateur, mais un peu désorganisée. Donc ce qu'on propose, notre premier point, les deux premiers articles, c'est une meilleure organisation de la riposte, parce qu'on a une première ligne, je pense aux gendarmes, aux policiers, aux douaniers, aux magistrats, qui donnent tout ce qu'ils ont, mais l'information ne circule pas. Le 14 mai, on remettait notre rapport, il y avait cet horrible phénomène, cette agression et ce meurtre à Incarville avec la libération de Mohamed Amra. C'était le même jour. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire-là ? Le système judiciaire n'a pas parlé à l'organisation pénitentiaire et à des informations qu'on n'avait pas. Dans ce pays, les administrations entre elles, et même dans les administrations elles-mêmes, ne font pas suffisamment circuler l'information. Et quand on dit on veut une DE à la française, ça vaut ce que ça vaut en termes de formule, mais il faut un pilotage répressif et un parquet national pour que la réponse soit coordonnée. Deuxième élément, moi, qui me paraît très important, c'est la question de l'argent. Là encore, on a quelques dispositifs sur le blanchiment. On propose par exemple une injonction pour richesse inexpliquée. Il n'est pas normal que dans nos villes, on voit passer des gamins avec des véhicules à 90 000 euros alors qu'ils n'ont pas de ressources. Et ça, on ne s'en occupe pas encore suffisamment. Donc ça, c'est une des mesures aussi qui permettrait d'aller chercher l'argent chez ceux qui en font le commerce. Merci, messieurs les sénateurs. Peut-être juste un mot pour conclure. L'angle maire dans votre rapport, est-ce qu'il existe? Comment vous voyez les choses en termes, on l'a dit, le président l'a dit dans son introduction, on est plutôt en force d'appoint parce que c'est une réponse régalienne. Comment vous percevez ce Oui, le rôle des maires, il est essentiel, ça ne nous a pas échappé. On a d'ailleurs auditionné dans nos travaux les associations d'élus locaux et notamment l'association des maires de France, leurs responsables sur ces sujets-là. Deux observations très très brèves. Le rôle du maire, c'est d'abord un rôle d'indicateur, d'informateur. Le maire, il connaît sa population, il connaît les quartiers, il connaît les immeubles, il connaît les familles, il connaît les difficultés. Et donc, il peut donner un certain nombre d'informations. Alors, il y a aujourd'hui des structures, hein, les contrats intercommunaux de sécurité, prévention de la délinquance, où on échange des informations. Nous pensons qu'il faut aller beaucoup plus loin dans l'échange d'informations. Et il faut que les services d'État comprennent le rôle essentiel des maires, qui peuvent être des informateurs et des indicateurs de premier ordre. Et la deuxième chose, les maires, souvent, en matière de blanchiment, ils repèrent un problème. David l'a dit tout à l'heure. Lorsque vous avez un commerce qui n'a pas de clients et qui affiche un chiffre d'affaires significatif, on le voit d'ailleurs devant les tribunaux de commerce, ils déposent le bilan et ils ont un chiffre d'affaires qui est un chiffre d'affaires extrêmement important. Le fonds de commerce est repris, ce qui permet aussi de blanchir. Et ça, le maire, il le sait, il le sent. Donc il faut qu'il puisse favoriser la saisie et la confiscation de ces fonds de commerce. Donc on a prévu un dispositif qui permet au maire de prévenir le préfet, et ensuite le préfet prend les dispositions, d'abord pour saisir, et puis ensuite l'institution judiciaire se charge de la confiscation. Mais accélérer la procédure pour que ce phénomène de blanchiment soit mieux connu et mieux traité. Je vous en prie. Oui, les maires, ils sont là où ça se passe, parce qu'on parle d'un trafic planétaire, universel, mais c'est quand même territorialisé. C'est des échanges, c'est des gens, c'est des quartiers, c'est des immeubles. Et les maires, ce sont ceux qui sont les meilleurs capteurs de l'information. Je rencontrais des maires tout à l'heure qui me disaient nous, on sait dans quel immeuble ça se passe, dans quel hall d'immeuble ça se passe. On sait quels commerces sont suspects. Et c'est bien à eux d'aller chercher cette information, de la transmettre au service de l'État pour qu'on puisse avoir le travail efficace en termes de lutte contre le blanchiment. Les maires, ils sont au dernier kilomètre du trafic. Donc, si on ne s'appuie pas sur eux, alors on passera à côté de quelque chose. Et puis, je réponds juste à la question que vous avez posée tout à l'heure sur la santé. On n'est pas très bon collectivement dans la lutte contre le narcotrafic. On n'est pas très bon non plus en termes de prévention. Je crois que dans les annonces gouvernementales, des informations ont été faites sur une campagne de prévention à venir. Je pense que c'est extrêmement important. Et les maires, ils ont aussi ce rôle
de prévention, de médiation. Certains s'en saisissent. Ça ne suffira pas contre le narcotrafic, mais c'est indispensable. Merci beaucoup, messieurs les sénateurs. Et puis, on souhaite que votre proposition de loi prospère et que, dans la continuité de cette proposition de loi, il y ait une commission d'évaluation de la loi, parce que c'est vrai que l'évaluation des politiques publiques en France, c'est un parent pauvre. Donc, si on peut continuer. Alors, la deuxième séquence va donner la parole à 3 maires dans la diversité de nos territoires, parce que l'Association des maires de France, c'est justement la diversité des territoires. Et nous avons donc convié 3 maires, Monsieur Édouard Matt, maire d'Aigli, dans l'Essonne, qui représente un territoire francilien, Monsieur José Mirande, maire du Marin pour les régions ultramarines, et Monsieur Jean-Paul Vermeau, maire de Morlaix. Monsieur le maire de Morlaix, tout d'abord, nous pouvez venir tous les 3, hein, je pense que... Voilà. Hop. Ça sera plus simple. Alors, j'avais une première question peut-être pour chacun d'entre vous, c'est très brièvement, comment vous ressentez vous localement le trafic? Qu'est-ce que vous voyez venir depuis 2 ans et quelles sont vos relations avec les différentes autorités, police, gendarmerie, parquet, pour justement essayer de lutter contre ce trafic de stupéfiants? Monsieur le maire. Allez, on commence par le Nord Finistère avec Morlaix, ville moyenne de 15 000 habitants dans un territoire rural entouré de bourgs et de villages. Confronté depuis quelques années, même en fin de mandat précédent, à une très forte augmentation du volume de narcotrafic, avec dernièrement des éléments plus particulièrement marquants. Des années jalonnées quand même avec 2 crimes violents. Un jeune homme assassiné à Carantec, une station balnéaire à côté de chez nous. J'en fais un peu la publicité, parce que malgré tout ça, il faut dire que ça concerne encore une minorité de notre population, fort heureusement. Dernièrement, une intervention de la BRI dans un village de 1000 âmes à côté de Morlaix. Donc des éléments très frappants pour la population et des éléments qui les impactent très clairement en termes de sécurité. Et je crois qu'il faut, à travers ce narcotrafic, qu'on réaffirme très fort, et les maires sont unanimes sur ce sujet, quelle que soit leur tendance politique, que la sécurité mise à mal par le narcotrafic est une condition sine qua non de la liberté de nos concitoyens et que nous ne pouvons pas tolérer que les trafiquants mettent à mal, et notamment souvent installés dans les quartiers les plus populaires, la liberté de se mouvoir, la liberté d'aller paisiblement pour l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens. On a bien vu dans les années post-Covid une diffusion de pratiques. Pour la première fois, on a eu un point de deal installé sur la voie publique. Et j'ai heureusement un message d'espoir, puisque comme le disaient les 2 sénateurs, le niveau d'information reçu de nos populations a permis systématiquement de judiciariser, de condamner. Alors, j'aurais quelques remarques à faire sur la chaîne pénale. Moins souvent de pouvoir traiter le fond du problème, puisqu'on a réussi à voir un peu quel pouvait être le parcours de très, 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 très jeunes délinquants. Les dernières arrestations, c'est entre 14 et 20 ans. La BRI, elle arrive à interpeller des très jeunes adolescents avec un moment crucial qu'est le décrochage scolaire pour nous. Quand la relation avec l'institution éducation nationale se rompt, on voit une accélération très nette, très très nette du parcours et du degré de délinquance. On a vu aussi des parcours de jeunes adolescents qu'on n'a pas su stopper à un moment où ils étaient encore arrêtables, faute de rapidité dans la chaîne et la réponse pénale, et qui amène quelquefois, pour nous, à une tentative de meurtre, puisqu'on voit dans ce que l'on ressent de l'ordre public dans la rue, ce qui est notre terrain de vie et d'action politique, une violence beaucoup plus accrue, notamment avec la consommation de cocaïne et de substances MDMA. On voit le crack arriver, alors qu'on avait quelquefois plutôt avec le hashish et l'herbe, un endormissement. Là, on a vraiment une violence qui est très accrue dans les réactions par rapport à la consommation. Et on a embauché par rapport à notre premier point de deal, là je le dis avec l'action de l'État qui pourrait gagner en cohérence. Puisque quand on est face à une montée du trafic, en même temps on sort de la politique de la ville
et d'un certain nombre de dispositifs, comme le dispositif de réussite éducative. Et il faut se battre pour aller chercher des crédits de la MILDECA, par exemple, pour avoir un poste d'éducatrice de rue. Comme bon nombre de nos collègues ici réunis, les maires de ville moyenne qui ont un hôpital sont présidents des conseils de surveillance. On voit qu'il y a un parent pauvre, encore plus pauvre, dans l'hôpital public, qui est la psychiatrie et la dictologie, et que si on ne répond pas en termes d'ordre, en termes d'accompagnement et de réussite scolaire de nos enfants, et en termes de santé publique, bon, moi je vois déjà poindre les prochaines générations de délinquants. Merci beaucoup. Monsieur le maire du Marin, les territoires ultramarins vivent des spécificités. Est-ce que vous pouvez en témoigner et puis peut-être nous faire part justement de votre réflexion en termes de réponse à ce phénomène qui se développe? Tout à fait. La Martinique se trouve sur l'axe de la drogue. Vous savez, nous sommes tout près de la Colombie, du Venezuela, du Honduras, du Pérou. Et c'est 2300 tonnes de cocaïne qui sont produites dans ces territoires. Il faut savoir que le trafic de stupéfiants sur le national représente 50% sur les Antilles. Vous savez qu'avec ce trafic-là, nous avons une augmentation de la criminalité énormément. On a eu 23 meurtres l'an dernier, 24 cette année déjà, et des prises énormes, 27 tonnes de cocaïne qu'on a pris l'an dernier, 28 tonnes cette année. C'est un petit peu la situation. À face de ça, on a créé avec la CTM, a créé, la collectivité territoriale de Martinique, a créé avec l'État et l'association des maires le contrat territorial de sécurité qui permet de coordonner un petit peu les actions, mais aussi de faire de la prévention. Mais ceci dit que nous avons une situation particulière et une dégradation dans un système social où il y a 25% de chômeurs. Il y a une fragilité sociale qui amplifie le phénomène de mule, etc. Et face à ça, je reviens à ma commune qui a un port de plaisance de 1700 bateaux avec une intervention de l'État qui a arrêté la clairance. La clairance, c'est l'obligation de se signaler quand on arrive sur un territoire. La France a supprimé ça pendant une dizaine d'années. En arrivant en mai en 2020, je me suis battu. La clairance était rétablie. Ça veut dire que le territoire était à souhait perméable à toutes sortes de trafics. Et on a vu une recrudescence du trafic de drogue par le biais de ma commune. Alors, il faut savoir qu'il y a des mesures, bien sûr, qui sont adéquates en ce moment, puisque aujourd'hui, avec l'OCERTIS, l'État a fait un travail conséquent avec l'armée, avec l'intervention du Mermoz, qui est un bateau de guerre, qui patrouille tout le temps. Et grâce à la présence française, la présence américaine sur les eaux des Antilles, parce que le pilier, ça passe par Trinidad, à Trinidad, ça arrive en Martinique, de Martinique, ça va en Europe, et l'autre pilier, ça va à Saint-Domingue, qui est un petit peu plus haut que nous, que ça va aux États-Unis. On est vraiment sur l'axe de la drogue, ça veut dire que c'est un combat permanent que nous devons mener pendant des années et des années pour pouvoir enrayer ça. Merci, monsieur le maire. Alors, un maire de la région francilienne, Édouard Memat, est maire d'Aigli, et le trafic arrive aussi par les aéroports, et donc la région francilienne est aussi particulièrement touchée avec ses spécificités. Pardon, j'ai du mal ce matin. Donc, monsieur le maire, peut-être voilà, quelques éléments de constat, et puis les relations avec à la fois la gendarmerie et le parquet pour essayer et les autres partenaires, préfecture, on parlait de politique de la ville, pour essayer de résoudre ce sujet. À n'en pas douter. D'abord, je vais présenter rapidement ma ville, que je représente aujourd'hui, évidemment. Aigli, c'est une commune de 6800 habitants, 30 km sud de Paris, traversée par la nationale 20. Elle est très riche à divers degrés. La commune compte 6 écoles, 3 maternelles, 3 élémentaires, c'est important, j'y assiste beaucoup, j'en reviendrai par la suite. 900 enfants dans mes écoles, un centre social, un centre de loisirs, un centre culturel, une salle des fêtes, tous les 2 gymnases, 3 gares, donc des équipements pour une ville moyenne de ma taille, de sa taille. Et un quartier dénommé quartier prioritaire de la ville, de la politique de la ville.
Donc, en quelques mots, je vais vous faire un point de situation modeste et surtout mes espoirs, mes espérances dans cette lutte qui n'échappe pas contre ce fléau qu'est le marché des trafiquants de notre commune. Pour ce faire, je me repose sur 3 axes que je considère comme fondamentaux. D'abord sur les autorités républicaines du département, l'école, l'éducation de base de nos enfants et le rôle du maire. Avec les autorités républicaines que représente Madame la préfète, Monsieur le préfet à l'égalité des chances, Monsieur le sous-préfet de Palaiseau, Monsieur le commandant de compagnie de la compagnie de gendarmerie de Palaiseau et la brigade territoriale de gendarmerie d'Aigli, parce que nous avons une gendarmerie sur notre territoire. Pour illustrer mes propos, par le sens de l'écoute, de la connaissance à la fois des lieux et des faits, les actions qui sont menées par ces autorités sont des signaux forts et efficaces contre la lutte contre ce fléau qui nous préoccupe tous et dont Aigli n'échappe pas. Pour preuve, la mise sur pied ordonnée par Madame la préfète d'un groupe, sous l'autorité du commandant de gendarmerie de Palaiseau, d'un groupement de planification opérationnelle sur ce quartier en QPV, qu'il ne faut pas stigmatiser, mais qu'il faut accompagner au quotidien par des actions fortes, clairement identifiées, chose qui est le cas. L'objectif de ce GPO est multiple. D'abord, rassurer la population, assurer leur sécurité, leur tranquillité de vie qui est essentielle sur ce quartier qui quand même, je dirais, compte 500 logements locatifs sociaux et pas moins de 2000 habitants. Le deuxième temps fort, pour contrarier l'action des dealers, je les appellerai, ou des revendeurs de tout ordre et de tout genre, c'est les contrarier dans leur œuvre. Nous ne pourrons pas les anéantir, je dirais, ou les capturer tous, mais la délinquance se déplace. Donc il ne faut pas être neutre dans cette affaire, il faut les suivre. Et pour ça, un maître mot, occuper le terrain et encore une fois le terrain. C'est ma mission première que je me suis fixée. C'est le credo du maire que j'appellerai. Dans un deuxième temps, un autre dispositif a été mis en place, toujours sous l'autorité des autorités, des responsables. C'est Blue Storm. C'est une opération qui consiste à investir, à boucler ce quartier en QPV, sous l'autorité toujours du commandant d'unité de la brigade de la gendarmerie de Palaiseau, qui consiste à boucler donc ce quartier, contrôle des accès aussi bien en entrée qu'en sortie, contrôle d'identité des personnes si nécessaire, et seulement si nécessaire. On investit les cages d'escalier, les caves, tout le domaine public est fouillé et nous avons des résultats spectaculaires, probants, qui montrent que nous sommes sur la bonne voie. Mon deuxième axe, c'est l'école. L'école, pour moi, c'est prioritaire. C'est prioritaire et depuis des années, je me bats. Et non seulement je me bats, mais je mets en œuvre une politique sociale, éducative sur les écoles. J'y suis en permanence avec mes élus. Plus trop long. Oui, un petit peu, Edouard. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vais essayer de réduire. Oui, donc les écoles, pour moi, c'est fondamental. Alors, je vais passer au troisième axe. C'est celui du maire. Alors là, ça va être encore plus long. Ah non, Edouard, il faut faire court. Il faut faire. Le maire a une action prioritaire et primordiale que j'assume pleinement avec beaucoup de plaisir et d'efficacité avec l'aide des autorités que je viens de citer. Le maire, c'est le quotidien, c'est la porte d'entrée de toute réclamation et je remercie messieurs les sénateurs qui avons parlé du rôle du maire. Il est primordial et je le défends avec beaucoup de vigueur. Et je suis sûr que je suis l'interprète de tous mes collègues maires ici présents.
J'agis à travers plusieurs axes. Le premier, c'est le CCAS, le Centre communal d'action sociale, où les demandes sont pressantes, quotidiennes, à travers plusieurs axes. Le premier, le logement. Malgré que Aigli compte 27,13% de logements locatifs sociaux, nous en manquons encore et toujours. J'ai des piles d'attente énormes. Donc, à travers l'emploi, chaque fois que possible, je prends comme agents municipaux des personnes issues de ce QPV. À travers mon centre social, je l'ai dit, à travers mon accueil de loisirs, accueil ma jeunesse, tout et surtout une action quotidienne de la part des élus, du maire que je suis, et j'en tire une grande satisfaction. Avant de passer la parole peut-être à monsieur Touzé, le maire voudrait donner un coup de gueule. Je suis là pour ça aussi. Arrêtons de stigmatiser les maires que nous sommes. Nous sommes la porte d'entrée et le seul garant de la démocratie à ce jour. À notre place, à notre rôle. Et un coup de cœur, être maire, ce n'est pas un métier, c'est une passion. Alors ne tuons pas cette passion. Merci. Alors, comme M. le maire Negli a été très complet, je vais peut-être poser une question complémentaire, mais je vous demande d'être très bref parce qu'on a une troisième partie et je ne voudrais pas que nos interlocuteurs soient trop bridés dans le temps. Peut-être, M. le maire de Morlaix, s'il y avait une proposition qui vous tiendrait à cœur, et je vous poserai la même question, M. le maire du Marin. Que l'État, mais c'est en train d'être fait, et on peut remercier les deux sénateurs avec leur rapport, que l'État réaffirme sa compétence régalienne sur la question du trafic de drogue. Je crois que c'est une absolue nécessité. Puisqu'on se retrouve parfois même directement mis en cause à l'heure actuelle, et c'est assez récent. J'en discutais avec mon collègue le maire de Brest, qui est la métropole voisine. Il l'a dit et il l'affirmait dans la presse, encore il y a quelque temps, quand on était confronté à des problèmes de sécurité, on disait « mais que fait l'État, que fait la police ou la gendarmerie ?» À l'heure actuelle, on est systématiquement confronté à la même remarque. « Qu'est-ce que vous faites, monsieur le maire ?» Mais faisons très attention. Parce que si un désir de la population serait que l'on évolue vers un côté un peu shérif en capacité de résoudre tous les problèmes de sécurité, on voit très bien qu'il y a dans la police une compétence extrêmement particulière, extrêmement forte, et que nous ne pouvons pas l'acquérir. On a des questions quand même à résoudre. On nous a remis aux maires et aux adjoints une carte d'officier de police judiciaire, une formation accélérée d'1h30 à 2h. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Comment les parlementaires, le gouvernement peut dire à quel moment le maire est appelé dans la chaîne pénale et surtout vraiment réaffirmer que, mais mes collègues l'ont très bien fait, hein, on ne pourra pas résoudre le problème du narcotrafic avec la seule réponse police-justice. C'est quoi le consommateur ? Un malade ou un délinquant ? Moi, je plaide pour une solution qui mixe un peu les deux. Mais si on ne traite pas profondément la question de la santé publique, on ne résoudra pas la question d'ordre public. Et véritablement, hein, une action prépondérante sur la jeunesse. Les institutions fonctionnent, elles déclenchent de bonnes idées. À l'issue du CISPD, Morlaix Communauté, que je préside également, a décidé de monter une action en lien avec la police de sensibilisation solide, hein, corsée, à ce qu'est la consommation de drogue et les risques qu'on en prend, la mort, les dérives psychiatriques, la délinquance, dans tous les collèges de Morlaix Communauté qui se trouvent dans le Finistère. Hein. J'ai vu que j'avais été annexé par les Côtes d'Armor. Faites attention, l'identité bretonne étant relativement forte dans nos pays, je réaffirme l'appartenance de Morlaix au Finistère. Mais en tout cas, si l'État réaffirme sa compétence, si l'État se pose sur les différents champs, accompagnement social, éducation, santé publique et évidemment, ordre public, il n'y a pas un mort, un maire. Il n'y a pas un maire, quelle que soit sa tendance politique, qui n'est pas sensible à la question de l'ordre public. Et puis dire aussi, remercier quand même, les collègues ne disent pas quelque chose, nous on en a moult témoignages. Pensez pour le maire de Plouégat-Guérand qui se fait agresser, frapper, mordre par un consommateur de drogue qui s'était installé sur le toit de la mairie.
Donc, quand on dit qu'il y a des barrières qui tombent, il faut réaffirmer un ordre puissant. Mon collègue maire de Plourin qui se fait agresser physiquement. Parce qu'on parle des addictions, on ne parle pas de l'alcool. Peut-être qu'on y reviendra. Non, le plus gros des problèmes, ça reste l'alcool. Et le dernier point, on est confronté à une violence, même quelquefois très directement. Confrontation personnelle avec un jeune trafiquant de drogue. Je suis le maire, autorité qui était encore un peu respectée, et je vais parler de la renotabilisation des fonctions d'élus. Parce que la réponse, elle a été immédiate. Je vais te cramer, toi, tes enfants, ta maison et ta mairie. Et je pense qu'on a un travail de fond à renotabiliser les maires, et ça passe aussi par un discours qui doit se construire sur... On a parlé de passion, il y a aussi derrière la passion un professionnalisme de plus en plus accru qui nous fatigue, mais je crois qu'il faut absolument renotabiliser les fonctions d'élus. Elles font partie de cette question globale de la sécurité. Merci à vous, monsieur le maire du Marin. Peut-être en un mot, une proposition, notamment par rapport à votre situation géographique singulière. Et puis j'appelle tout de suite peut-être le colonel François Devigny et Frédéric Douady des UPN 95 à venir nous rejoindre parce que le temps est compté. Tout à fait, c'est le renforcement d'abord du CLSPD dans l'ensemble des communes du territoire. Et je pense qu'il est possible de créer un centre régional d'intelligence maritime dédié au narcotrafic avec l'ensemble des pays de la Caraïbe. Ça permettrait une meilleure coordination, mais aussi des meilleures interventions et quels moyens d'action qu'on pourrait mettre en commun. Voilà. Merci beaucoup, messieurs les maires. Non, Edouard, on n'a plus le temps, Edouard. Du coup, c'est vous. On va le faire à 4. Brièvement, alors. Alors, nous allons commencer la troisième séquence qui porte sur la structuration de la réponse de l'État. Dans un premier temps, on va parler des forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie. Après, nous aurons dans cette séquence, et c'est pour ça que je vous demande qu'on soit le plus rythmé possible, un temps parquet et aussi un temps recherche sur l'aspect justement comparaison avec des pays étrangers où la mafia s'est davantage installée. Alors peut-être d'un mot, on commence par l'ordre que vous voulez. La réponse de l'État, peut-être partir du macro problème pour revenir un peu plus au terrain. Je vous laisse la parole. Oui, simplement remettre en perspective quelques chiffres très récents. Hein. Donc, la situation en 2024, la reine des menaces, c'est la cocaïne. Alors, ce n'est pas le seul problème, évidemment, mais c'est vraiment la reine des menaces. Pourquoi ? Parce que la production mondiale n'a jamais été aussi élevée, même si elle est évidemment toujours sous-estimée. Mais, monsieur le maire du Marin, je suis au regret de vous informer qu'elle est désormais estimée à 4000 tonnes. 4000 tonnes avec un premier marché de consommation qui est le marché européen. Donc une majorité de ces 4000 tonnes a vocation à rejoindre le territoire européen. En France, on bat tous les ans des records de saisie, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, puisque la saisie, c'est simplement un indicateur de diffusion d'un produit sur un territoire donné. Et donc le record historique était en 2022 de 27,7 tonnes précisément. Et au 30 septembre 2024, on est déjà à 45 tonnes pour la cocaïne. Voilà, donc ça c'est la première préoccupation. La seconde, elle concerne le marché, enfin plus exactement la population héroïnomane. Pourquoi ? Parce que l'héroïne qui est consommée en France, elle est fabriquée en Afghanistan. Les talibans sont revenus au pouvoir il y a 3 ans en Afghanistan. Ils mènent une guerre féroce contre la production d'héroïne, féroce et efficace. Et donc, les trafiquants, jusqu'à présent, les trafiquants afghans ont réussi à vivre sur leur stock et à continuer à approvisionner le marché français. Là où ça devient un problème, c'est qu'on arrive dans une situation de pénurie et il y a 2 solutions. Soit les héroïnomanes vont arriver à se fournir auprès d'autres pays qui ont pris la succession de l'Afghanistan, soit ils vont se tourner vers les opioïdes de synthèse. Les opioïdes de synthèse, vous en avez probablement entendu parler, c'est d'abord et avant tout le fentanyl, qui est un énorme sujet pour les États-Unis d'Amérique. 120 000 morts en 2022 d'overdose aux États-Unis, dont 75 000 en lien avec le fentanyl. Et ce sont également les nitazènes. Et là, les nitazènes, c'est un sujet déjà français, puisqu'à l'île de la Réunion, au printemps, on a eu 3 morts et 10 hospitalisations dans un état grave en lien avec les nitazènes. Et j'en terminerai de mon propos introductif et macro
en indiquant également que sur la cocaïne, 75% des saisies qui ont été réalisées en 2024 étaient soit en provenance des Antilles-Guyane, monsieur le maire du Marin, soit saisies sur le territoire national, mais en provenance, saisies soit aux Antilles-Guyane, soit en provenance des Antilles-Guyane, 75%. Donc il y a un vrai sujet Antilles-Guyane et il y a un vrai effort à porter à la fois aux Antilles-Guyane et dans les ports qui restent les premières pénétrantes de la cocaïne sur le territoire national. Merci. Oui, merci, colonel Devigny, pour la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie. Donc, je vais continuer un petit peu sur l'état de la menace qui a été présenté par mon collègue Jérôme Santenac de l'OFAST. Pour commencer par un constat sur la zone gendarmerie, c'est qu'en zone gendarmerie, il est quand même plus facile de trouver un dealer que de trouver un docteur. Donc, tout simplement pour vous dire qu'effectivement, on a des déserts médicaux, mais on a de la drogue partout qui est facilement accessible à tous. Donc, parce que la force du trafiquant, c'est son ingéniosité et c'est sa capacité d'adaptation. Il sait s'adapter à tous les territoires pour vendre de la drogue, pour la distribuer et la vendre. Alors, l'état de la menace sur la zone gendarmerie, il est quand même inquiétant. Donc, s'il y a quelques années, c'était essentiellement le cannabis, maintenant, c'est l'arrivée de la cocaïne. Enfin, c'est la cocaïne qui est présente vraiment en quantité importante, et puis l'émergence des drogues de synthèse. Je ne vais pas trop continuer là-dessus, puisque ça a été évoqué. Mais juste pour vous dire que s'il y a encore 10-15 ans, service de police judiciaire, gendarmerie, pour une saisie de 50 kilos de cocaïne, une belle affaire, on se serait entretué entre service police, gendarmerie, ou même entre services de gendarmerie ou avec nos collègues douaniers. Maintenant, lorsque le service voisin fait une saisie de 400 kg de cocaïne, on s'en réjouit pour lui. Voilà. Donc il n'y a plus de guerre de service puisqu'il y en a tellement qu'il y a du travail pour tout le monde. Voilà. Donc avant, c'était plutôt sur le cannabis. Maintenant, c'est vraiment sur la cocaïne. Le trafic, il est en pleine mutation sur la zone gendarmerie parce que la zone gendarmerie est constituée de différents types de paysages. Il y a les zones périurbaines sur les grands bassins d'agglomération qui sont gérés périphériques des zones police. Et en fait, on est complètement éclaboussé par la zone police et on retrouve exactement les mêmes problèmes que nos collègues de la police nationale. Donc avec toute l'importation, les infractions connexes, règlements de compte, meurtres, trafic d'armes qui vont avec. On a les petites villes de province. Ces petites villes de province, elles ne sont pas à l'abri. On retrouve une offre de rue qui est importante et puis des nouvelles formes de vente avec le territoire numérique, avec les réseaux sociaux, l'ubérisation, la livraison à domicile, puisque maintenant on a 30 à 40% des consommateurs qui se font livrer la cocaïne à domicile, ce qui sécurise tant le consommateur que le livreur. Et puis après, on a la zone rurale, où en fait on a autant de drogue, on a la consommation de cocaïne, et puis on a aussi la production de la cannabiculture, indoor, outdoor, et puis aussi des zones de stockage qui servent à des entreprises plus grosses pour dissimuler de la drogue dans des entrepôts plutôt isolés. Donc en fait, on a une coexistence de plusieurs trafics qui vraiment avec une disparité structurelle importante. Alors en fait, la criminalité organisée, il y a le haut du spectre et puis le bas du spectre. Mais c'est un tout, c'est une véritable chaîne criminelle qui est organisée. Il faut des producteurs internationaux, des importateurs, des distributeurs, des grossistes, des semi-grossistes et des vendeurs. Et ce qui se passe dans une petite ville de province, la distribution, la vente et tout, est à relier forcément au même business model dans lesquels on trouve chez les importateurs. Les importateurs ne peuvent pas importer si derrière ils n'ont pas des débouchés commerciaux. Donc il y a de la vente locale qui est importante. Et en même temps, la vente locale ne peut pas fonctionner s'il y en a qui n'ont pas les routes et qui n'apportent pas la drogue jusqu'en Union européenne. Voilà. Juste un indicateur d'activité, il a été évoqué tout à l'heure et je vais aller très vite, c'est la captation des avoirs criminels. La gendarmerie a saisi en 2023 443 millions d'euros d'avoirs criminels, à peu près la même chose que nos collègues policiers. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que sur ces 443 millions, 10% seulement sont liés au narcotrafic, 43 millions d'euros. Et 5 ans en arrière, on saisissait 200 millions d'euros et on en avait 20 millions qui étaient liés au narcotrafic. Donc c'est dire que le seuil, même si on saisit beaucoup plus, il est toujours à 10%. On n'arrive pas à passer au-dessus. Et ce seuil, il est exactement le même chez nos collègues de la police. Je parle sous le contrôle de l'OFAST. C'est-à-dire qu'on saisit, ce qui a été dit tout à l'heure par monsieur le sénateur Blanc, on saisit 80 à 90 millions d'euros liés au narcotrafic sur un chiffre d'affaires de 4 à 6 milliards. Donc c'est extrêmement faible. C'est-à-dire que dire que le crime ne paie pas est faux. Le crime paie bien.
que bien mal acquis ne profite jamais, c'est faux. Le bien mal acquis profite presque toujours. Donc il faut avoir une stratégie différente et il faut travailler sur ce qui est narco-blanchiment. Et on travaille, la gendarmerie définit une nouvelle stratégie, comme la plupart des administrations répressives, sur le narco-blanchiment pour, je dirais, détecter les capitaux illicites, pour voir, parce que les organisations criminelles ont besoin d'accumuler des capitaux, travailler sur la détection des capitaux illicites, le recyclage de l'argent sale par les circuits de blanchiment, de compensation, et ensuite rechercher les investissements en France et à l'étranger. Et là, c'est détecter les flux financiers qui vont vers l'étranger, ou parfois qui viennent de l'étranger vers la France, pour être intégrés dans l'économie légale. En vous remerciant. Merci à vous. Peut-être en 2 mots pour qu'on puisse dérouler les autres intervenants. Cet arbitrage local qu'on connaît certains maires entre l'action efficace au regard du grand public qui va s'attaquer aux petits points d'île et l'action plus de police judiciaire qui demande du temps. Comment vous dialoguez à ce propos et dans votre relation avec les maires dans vos territoires respectifs ? Je vais intervenir, donc je suis le colonel Petit. J'ai commandé le groupement de gendarmerie du Val d'Oise, donc le département du Val d'Oise pour la gendarmerie, entre 2021 et 2024. J'ai rendu mon commandement en septembre. Et le département du Val d'Oise, comme quasiment tous les départements de France et d'outre-mer, est évidemment confronté au trafic de drogue. Ce que je veux dire, c'est que déjà... beaucoup de plaisir d'échanger avec vous, mesdames et messieurs les maires, qui êtes des acteurs essentiels du territoire. La lutte contre les stupéfiants nécessite une approche globale, partenariale. Il faut prévenir, il faut renseigner et il faut réprimer. Prévenir, c'est la formation de nos jeunes, on en parlait tout à l'heure. Elle est essentielle. Un consommateur... il faut absolument l'empêcher d'entrer dans la drogue. Et ça commence dès le plus jeune âge. Et on a en gendarmerie un certain nombre de formateurs, je sais que c'est aussi le cas en police, notamment au niveau de la maison de protection des familles, pour intervenir dans les lycées en lien avec l'éducation nationale, en lien avec les parents d'élèves. Mais c'est aussi les trafiquants. La drogue tue. Ça commence par le consommateur. Ça va aussi au niveau, évidemment, des trafiquants. Et ce message, il doit passer à tous les étages. La violence ne se limite pas aux zones urbaines ou périurbaines. Aujourd'hui, elle est présente aussi dans les campagnes. On a des règlements de compte à coups de couteau, coups de pistolet dans les campagnes. Donc prévenir est essentiel. Deuxièmement, renseigner. Renseigner, et là le rôle partenarial est essentiel également. Les élus, vous avez votre rôle à jouer pour détecter les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est évidemment les trafics qui vont être constatés par vous ou par les voisins vigilants, les participations citoyennes, tous les dispositifs associatifs, tout le tissu local. Et ça doit venir le plus vite possible au niveau des services de police et de gendarmerie pour pouvoir au plus tôt traiter le problème avant qu'il n'y ait une emprise qui s'installe dans le quartier. Renseigner. C'est un travail partenarial avec tous les acteurs, sous l'autorité évidemment du parquet, et je salue monsieur le procureur d'Évry. Et enfin, réprimer, troisièmement. Réprimer, c'est aussi bien se concentrer sur le stock, c'est-à-dire là où le trafic va prospérer, essentiellement dans les quartiers, dans les cités difficiles, mais aussi dans les centres-bourgs, et s'attaquer aussi sur les flux. Les flux, c'est le contrôle de zone offensif qu'on va mettre en place parce que la drogue, elle circule. Elle utilise les routes pour circuler. Et un contrôle police-route mené par un gendarme sur le bord de la chaussée va permettre d'identifier le conducteur qui va être sous stupéfiant et parfois même de remonter sur tout un trafic. Ainsi, par exemple, dans le Val d'Oise, on a, en contrôlant un chauffeur de poids lourd, démanteler tout un trafic de cocaïne sur Saint-Ouen-l'Aumône. Voilà. Donc la répression, elle passe par tout ça. Et sur les stocks, on a ce qu'on appelle les opérations place nette. Vous évoquiez tout à l'heure, monsieur le maire d'Aigli, les opérations, il est là-bas, les opérations Blue Storm, c'est ça. C'est Tempête Bleue, mais c'est l'ancien nom de place nette. C'est-à-dire que sur un secteur, on va
travailler tous azimuts, aussi bien sur le renseignement stupéfiant et les trafics de stupéfiants, mais aussi sur vous savez, les petits commerces qui blanchissent, les barbershops, Monsieur le Président Lisnard en parlait tout à l'heure, la restauration rapide, les tabacs, points de vente à la sauvette, etc. Donc tout ça va nous permettre, avec une approche tous azimuts, en lien avec les bailleurs aussi. On peut expulser les familles de délinquants aujourd'hui, en partenariat avec le parquet et les bailleurs sociaux. Il faut travailler tous azimuts, pas sur une semaine, mais sur 3 semaines, dans la durée, pour que l'emprise, que les quartiers ne soient pas sous l'emprise des délinquants. Approche globale en matière de stupéfiants, et je termine là-dessus. Il n'y a pas de, comme le disait notre préfet Philippe Cour dans le Val d'Oise, il n'y a pas de grands soirs, il n'y a que des petits matins en matière de sécurité et de stupéfiants. Par contre, il faut y aller tous les matins. Il faut être présent, montrer du bleu. Voilà. Merci, mon colonel. Monsieur le directeur interdépartemental. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, monsieur le maire, déjà pour vous dire, en fin de compte, que l'État, je pense, dans sa fonction régalienne, n'a pas à réaffirmer sa présence, parce qu'en fin de compte, il l'a toujours affirmé en matière de lutte contre la trafic de stupéfiants. Et les propos qui peuvent être tenus le rappellent. Sur le sujet, il y a bien évidemment une vision verticale avec une structuration de la réponse de l'État qui est relativement forte, très présente. On regarde des services de la police judiciaire, de la gendarmerie, l'OFAST notamment. Et moi, je vais revenir de manière très pratico-pratique, en fin de compte, sur la vision d'un directeur départemental de la police nationale dans le Val d'Oise, et non en Seine-Saint-Denis, comme je vois que c'est écrit à l'écran, mais en fin de compte, dans la partie est du département, on se rapproche de la typologie des infractions de la Seine-Saint-Denis. Et bien évidemment, on est au Congrès des maires de France. Donc, premièrement, le constat que je peux faire après 1 an de présence dans le Val d'Oise, c'est que la police ne doit plus agir seule dans certains domaines. Et dans le domaine de la répression du trafic de stupéfiants, le partenaire incontournable, et je le dis sans flagornerie aucune, et pas pour désengager de la police sur ce sujet éminemment régalien, mais néanmoins, nous sommes des acteurs, et nous constatons un glissement, quoi qu'on en pense, d'une police régalienne de tranquillité, de proximité, vers une police des collectivités sur les mêmes sujets. Et nos échanges, les chefs de circonscription, la police nationale dans le Val d'Oise, c'est 2300 agents, 47 communes, 6 circonscriptions. Chaque chef de circonscription a un nombre incalculable de maires avec lesquels il doit échanger sur certains sujets. Par exemple, pour Cergy-Pontoise, monsieur le maire, vous en êtes le témoin présent, le chef de circonscription a 14 communes dans sa circonscription. Donc bien évidemment, il doit échanger, il doit être en capacité de le faire avec tous les maires. Nous avons des instances, les CLSPD, ça a été rappelé, les groupes de partenariat opérationnel, qui sont des instances où on peut être amené à évoquer de tous les sujets, et bien évidemment du trafic de stupéfiants. Moi, si j'avais un vœu à prononcer aujourd'hui, peut-être, on voit que cette structuration, cette collecte du renseignement, ça a été dit par mon camarade Quentin Petit à l'instant, dans le domaine de la lutte contre le trafic de stupéfiants, si on devait faire un parallèle avec la lutte contre le terrorisme, sur laquelle la France a fini par être présente et performante, et on appelle de nos voeux, en tout cas messieurs les rapporteurs, je crois que ça fait partie des sujets qui ont été les vôtres, de calquer la lutte contre le trafic de stupéfiants sur la lutte contre le terrorisme. Au niveau national, ça peut passer par un parquet national, Crimorgue, des instances. Au niveau local, là aussi, je pense qu'il faudrait être amené à structurer et à collecter le renseignement qu'on peut avoir via les échanges communs, quotidiens, mais qui sont en fin de compte très intuitus personnés entre un commissaire, entre un maire, au regard des relations qu'ils peuvent avoir et au regard aussi du sujet qui est le trafic de stupéfiants. Parce que les 47 communes de la zone police de Val d'Oise ne sont pas gangrénées de la même façon. Lorsque le chef de circonscription parle avec le maire de Cergy sur les stupes, il ne parle pas de la même façon avec le maire de Courdimanche. Vous voyez, et puis le rapport au problème des stupéfiants n'est pas le même aussi en fonction de la sensibilité des maires, de l'implantation des points de deal. La zone police du Val d'Oise, c'est 101 points de deal. Je rappelle, il y en a 3000 en France. Donc, en tout cas, moi, je pense qu'il faudrait qu'on ait un outil un peu collaboratif, peut-être, de partage de l'information pour structurer l'information de manière ascendante, descendante. C'est un des sujets des maires. En fin de compte, on nous dit souvent, on vous donne de l'information, on n'a jamais de retour sur ce que vous en faites.
Là, clairement, il faut qu'on soit en capacité de progresser sur ce sujet-là pour rassurer, dissuader, parce que ce sont bien les deux sujets cardinaux de la police nationale dans ce domaine. Donc peut-être se doter d'un outil qui ne viendrait pas surajouter au millefeuille administratif qui est un frein en fin de compte à notre action. On constate tous les ans, on essaye, on ne cesse d'avancer, de décomplexifier et de simplifier. En fin de compte, on n'y arrive pas. C'est une réalité. Donc l'idée, ce n'est pas de rajouter de la comitologie à de la comitologie, mais peut-être de se doter d'outils modernes pour être en capacité de capter, de recueillir l'information par rapport à des tiers qui pourraient être amenés à nous informer, nous, services de police, et puis amener une réponse. Vous voyez, par exemple, en matière de lutte contre le terrorisme, il y a un truc qui s'appelle le groupe d'évaluation départementale au niveau du préfet. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager au niveau communal de créer un GEC, un groupe d'évaluation communale, où tous les acteurs pourraient être amenés à partager les informations sur un système, sur un outil collaboratif, par exemple, et pour apporter des réponses. Est-ce que c'est un sujet judiciaire? Est-ce que c'est un sujet administratif? Est-ce que c'est un sujet que le maire peut régler, que l'État doit régler? Voilà, donc ça c'est une première piste que je voulais évoquer. Et oui, et revenir sur le sujet de la prévention, parce qu'effectivement, si l'usager de stupéfiants est un délinquant, c'est un délit prévu et réprimé par le code pénal. Néanmoins, on doit être en capacité de voir et de détecter très rapidement. Et là, les maires ont toute leur importance, ont tout leur rôle à jouer pour être en capacité de voir ces jeunes qui sont sur une phase de glissement et qui échappent au système scolaire, qui sont un peu oisifs. Et là, effectivement, on a un rôle très important des maires dans ce domaine. Voilà. Et merci beaucoup, monsieur le directeur. Et puis on retient, puisqu'on fera des conclusions sur l'information des maires, parce que je pense que c'est une demande forte. Monsieur Grégoire Doulin, procureur de la République, madame Clotilde Champérache, maître de conférence au CNAM. Deuxième partie, l'aspect judiciaire et puis l'aspect prospectif et comparatif. Monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Évry, pour le coup, on ne s'est pas trompé sur l'origine, pardon pour les erreurs d'indication. Comment s'engage justement ce partenariat Action Justice et maire? Et si vous aviez par rapport au texte en cours de finalisation et de discussion au Parlement, un outil qui vous semblerait particulièrement utile dans votre politique pénale, monsieur le procureur? Merci, monsieur Touzet. Le sénateur Durin disait tout à l'heure qu'en matière de trafic de stupéfiants, ils étaient très organisés et qu'on avait une réponse qui pouvait être désorganisée. Je pense que le terme est exact et qu'on travaille encore avec des moyens qui sont trop artisanaux aujourd'hui pour lutter contre le narcotrafic et la criminalité organisée, et qu'il nous faut effectivement structurer notre réponse judiciaire. Effectivement, il y a des propositions très intéressantes qui ont été faites par les sénateurs et qui ont été évoquées tout à l'heure, avec éventuellement la création d'un parquet national. Mais je crois qu'au niveau départemental, et je rejoindrai les propos du DIPN du Val d'Oise, je crois qu'il faut une meilleure coordination sur le renseignement, en associant effectivement, je crois, les services judiciaires à ce travail de renseignement, de détection, pour mieux judiciariser. Ce qu'on a fait, monsieur le directeur, sur la lutte contre le terrorisme, on a créé au niveau départemental des groupes d'évaluation départementale de la radicalisation pour mettre en place des actions de neutralisation, soit administratives, soit judiciaires, d'un certain nombre d'individus. Alors vous le dites au niveau communal, je pense que ça peut exister via les GPO, mais je crois qu'au niveau départemental, avec le préfet, avec les services de police et les services de renseignement, nous devrions monter des groupes d'évaluation départementaux stupéfiants ou criminalité organisée pour mieux cerner la menace, et la menace finalement non pas traitée au niveau national par l'OFAST, mais les réseaux de proximité qui effectivement pullulent sur le territoire, que ce soit en zone police et en zone gendarmerie. Moi, c'est véritablement une idée que je porte. Je pense que tous les outils sont là. On n'a pas besoin de recréer des structures. Les CISPD, CLSPD, je crois qu'ils doivent être restructurés, peut-être réarmés. Les GPO ont pris une place importante et je pense que c'est là où l'échange d'informations se fait. Il faut aujourd'hui les remonter à une structure départementale, associant préfet et procureur dans le respect des attributions de chacun.
Madame Clotilde Champéra, vous êtes maître de conférence au CNAM. Vous avez étudié notamment la question de la mafia en Italie. On parle aujourd'hui de phase de basculement. Alors on emploie à chaque fois un vocabulaire peut-être plus ou moins agressif, mais peut-être qu'est-ce qui peut caractériser cette phase de basculement que nous connaissons par rapport à ce que vous avez étudié en Italie sur la question de la corruption de l'économie légale, de la porosité économie légale et illégale. Comment voyez-vous ce basculement et à quelle étape nous nous situons ? Alors, il y a une problématique que moi je souhaite élargir, c'est-à-dire qu'on est là pour parler de narcotrafic. La leçon italienne, c'est de ne pas raisonner en termes d'activité criminelle, mais en termes d'organisation criminelle. Et ça, à mon avis, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe. Comme le disait le colonel tout à l'heure, on a plein d'organisations criminelles qui coagissent. Il y a un monde de coopération criminelle qui est beaucoup plus important que la violence que nous pouvons voir. Et dans le trafic de stupéfiants aussi, on n'a pas une organisation qui va tout gérer. On a les mafieux qui agissent au sommet de la pyramide, ce sont les importateurs de gros. Et puis, autour s'articulent d'autres organisations criminelles. Et nous, sur notre territoire, ce qu'on voit dans le dit de rue, ce sont les petites organisations qui vont approvisionner le consommateur final. Donc, réintroduire cette vision globale est très importante pour frapper plus haut, frapper plus fort. Et puis, pour ce qui est des mafias spécifiquement, alors les mafias italiennes sont présentes sur notre territoire. On ne les voit pas si on ne s'intéresse qu'au prisme des stupéfiants, parce que ce ne sont pas elles qui vont toucher la cocaïne. Elle l'importe en gros, mais en déléguant à d'autres le sale boulot sur le terrain, le travail visible. Mais ce qui se passe aussi, c'est que les mafias, il y a une émulation dans le monde criminel. Les mafias, c'est le modèle gagnant, c'est celui sur lequel on s'aligne. C'est pas un hasard si la DZ Mafia a choisi de s'appeler comme ça. Hein. C'est un rappel à une image de marque, même si la façon de travailler est plus latino-américaine dans l'exercice de la violence. Et pour le fonctionnement des mafias, ce qui est important de comprendre, c'est la place qu'elles prennent dans l'économie légale, donc dans l'infiltration des entreprises. Pas seulement un but de blanchiment, ça c'est très important aussi, et c'est là qu'on peut avoir un point de bascule dans nos banlieues, c'est que un kebab, c'est aussi du placement de marchandises, placer la drogue, éventuellement faire du jeu clandestin. Le kebab, c'est aussi recruter des personnes, distribuer des revenus, créer une légitimité sociale. Donc il y a du blanchiment, il n'y a pas que ça. Et puis il y a d'autres secteurs qu'on voit moins parce qu'il y a une activité effective, c'est notamment le BTP. Le BTP est un secteur à surveiller impérativement parce qu'il est infiltré, c'est le secteur cible, parce qu'il permet aussi de capter de l'argent public et c'est là que les maires peuvent se retrouver dans ce lien de contiguïté. En Italie, depuis 1991, on peut dissoudre une entité publique qui a été infiltrée par la mafia et dans ces dissolutions, ce qu'on voit, c'est principalement des conseils municipaux qui sont passés d'une certaine façon aux ordres de la mafia. Et pour rapporter ça à la question française, on pourrait se dire oui, mais c'est sur certains territoires. La mafia calabraise qui est présente sur notre territoire a aussi conquis en Italie, dans le nord, l'Émilie-Romagne. C'était le territoire qu'on pensait imprenable parce qu'il y a une tradition d'éducation à la légalité. Et malgré tout, ce qu'on a vu, c'est le BTP qui passe dans les mains des mafieux calabrais, y compris des entreprises conditionnées, pas seulement possédées par la mafia, et des maires qui tombent dans les réseaux mafieux. Certains maires d'Émilie-Romagne sont allés faire campagne en Calabre pour être élus en Émilie-Romagne. Donc là, on voit une problématique très importante. Et là, les maires sont les véritables sentinelles du territoire qui peuvent justement faire remonter les signaux inquiétants de cette infiltration. Juste un mot aussi sur la violence. Finalement, elle a un côté salutaire, cette violence des mineurs, parce qu'elle nous fait voir le narcotrafic. Mais c'est une montée qui est là depuis des années. En tant que chercheuse, moi, je voyais la cocaïne arriver. Donc c'est un vieux phénomène, mais qui nous saute aux yeux. Cette violence, ceci étant, il ne faut pas l'associer au narcotrafic. On a un vrai problème de violence des jeunes, on a un vrai problème de rapport à la loi. Et pour moi, ça s'aligne aussi avec le non-respect, le refus d'obtempérer. C'est un même ensemble. Et là, il faut comprendre pourquoi on a des gens qui sont désinhibés dans le rapport à la violence et qui pensent que la loi, c'est quelque chose qu'on respecte quand on en a envie. Merci beaucoup à tous les deux. Je suis désolé de ne pas avoir plus recours à...
Et donc, pour le mot de conclusion, je vous propose, Monsieur le Président et Monsieur le Ministre, de... Bonjour à toutes et tous. Alors, permettez-moi de faire quelques mots de conclusion. Un, c'est d'abord et avant tout de la responsabilité de l'État. Je pense qu'il faut le rappeler très clairement. Le deuxième élément, c'est que l'État ne peut pas tout faire et qu'à ce moment-là, il y a une action locale, une action nationale. Ça, c'est, je pense que si on arrive déjà à faire que la coordination locale-nationale, et moi je prends en rebond ce que vient de me dire mon directeur interdépartemental, je pense qu'on aura déjà avancé. Troisième élément, c'est que ce n'est pas qu'une histoire de justice et de police. Parce qu'il y a un sujet, on a beaucoup parlé des jeunes, l'éducation nationale, je pense, a un rôle à jouer extrêmement important. Moi, je fais partie de ces maires qui demandent à chaque principal de collège la liste de ceux qui ne vont plus à l'école. Voilà, la déscolarisation. Et essayer de faire le lien entre cette déscolarisation, et on ne peut pas faire des fichiers, on ne peut pas faire des modifications de fichiers, mais de travailler avec tout ce qui est la CAF, pour comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est pour moi extrêmement important. C'est-à-dire que si on veut intervenir en amont, et je pense que la prévention est essentielle, si on veut intervenir en amont, il y a un lien très très fort avec l'éducation nationale. Et après, il y a bien sûr les affaires sociales qui doivent intervenir, qui sont globalement la politique de la ville, même si moi je regrette, monsieur le ministre, que le budget de la politique de la ville va diminuer de 90 millions d'euros, alors que nous avons réellement besoin, fortement, je dirais, d'une intervention forte de l'État, y compris dans ce domaine-là. Et tout ce qui va tourner autour de la réussite éducative est extrêmement important. Voilà les quelques messages que j'aurais à faire passer, mais c'est des messages importants. Un, l'État, et puis le dernier message, bien évidemment, mais j'en profite, mais il le sait, la présence de policiers nationaux sur la voie publique. Si nous n'avons pas de policiers nationaux sur la voie publique, nous ne pourrons pas lutter efficacement, je dirais, sur ce qui se passe. Je pense que ça, c'est une demande récurrente de tous les maires, et je crois que, globalement, si nous avons une augmentation du nombre de policiers nationaux, y compris dans ma circonscription, je serai extrêmement content, parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Il n'est pas question que la police municipale remplace la police nationale sur la voie publique. Je pense que ça, c'est le vrai enjeu des prochaines années. Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier Monsieur le ministre pour sa présence et sa posture d'écoute, parce que c'est rare qu'un ministre vienne tout au long de l'atelier écouter. Je voulais vraiment vous remercier. Je pense qu'il y a des choses riches et je vous laisse nous donner le mot de la conclusion. Merci à vous, Monsieur le ministre. Écoutez, c'est plutôt à moi de vous remercier. J'ai écouté tout ce qui a été dit avec beaucoup d'attention. Je veux d'abord remercier, bien sûr, le président de l'AMF qui a eu l'idée de traiter ce sujet, ce qui n'est pas forcément habituel, et également les maires de Saint-Raphaël et de Cergy qui ont co-organisé cette table ronde avec vous, Alexandre Touzé, parce que ça n'est jamais un exercice simple que de l'animer, c'est extrêmement riche. Je veux saluer aussi les maires qui ont pris la parole, le maire d'Aigli, le maire du Marin, le maire de Morlaix, et à travers eux, tous les maires qui sont ici. Et je veux commencer par leur dire que les maires font déjà beaucoup, et que nous le savons, et que nous n'allons pas, et que je ne vais pas dans mon propos inverser les choses. Les maires font déjà beaucoup sur les sujets, y compris de sécurité, et bien sûr sur les sujets de prévention dont je vais vous dire quelques mots. Je veux saluer la mobilisation de nos forces de l'ordre qui sont ici extrêmement bien représentées, des autorités judiciaires également représentées, et remercier Madame Champérache parce qu'en quelques mots, elle a décrit la situation dans laquelle nous sommes. La situation dans laquelle nous sommes, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau l'a dit, c'est une situation grave. Le rapport des sénateurs Étienne Blanc et Jérôme Durin reprenait déjà beaucoup de ces éléments-là, et c'est la base de travail extrêmement solide sur laquelle nous allons pouvoir avancer. Mais nous avons besoin d'une mobilisation générale, d'une mobilisation bien sûr de l'État, bien sûr des maires qui sont déjà mobilisés, mais de l'ensemble de la société. Ce sujet du narcotrafic, du narcobanditisme qui égrène quotidiennement son lot de tragédies, de vies brisées, de drames humains, fait des ravages aujourd'hui en particulier vis-à-vis de nos jeunes. Et c'est un sujet pour moi qui est un sujet de très grande préoccupation. Donc il y a des annonces qui ont été faites puissamment par le ministre de l'Intérieur, par le ministre de la Justice, bien sûr le parquet national, bien sûr le renforcement de l'office anti-stupéfiants, bien sûr un tas d'outils qui seront à la disposition de nos forces de l'ordre et des autorités judiciaires. Mais si toute la société ne se réveille pas et ne prend pas à bras-le-corps ce sujet-là, je crains que les difficultés soient encore devant nous. Je le dis parce que nous avons, oui, ça a été dit,
ce phénomène du narcotrafic qui frappe maintenant l'ensemble des territoires. Les maires qui sont ici l'ont illustré. C'est un sujet qui frappe eh bien, les plus jeunes. Et je suis très frappé dans la responsabilité qui est la mienne de l'extrême rajeunissement de la délinquance. Et nous avons eu des choses qui nous ont marqués. Je veux simplement le dire à nouveau, mais qu'on voit qu'un jeune de 14 ans soit transformé en tueur à gages par des réseaux mafieux, armés, rémunérés pour aller exécuter froidement d'autres jeunes du même âge. Ce n'est pas une situation de la fiction, ce n'est pas une série à la télévision, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et ça nécessite évidemment une très grande fermeté sur la sanction, sur la répression, et ça nécessite aussi un très grand travail de prévention. Et en matière de prévention, je veux le dire très clairement, l'État ne peut pas se défausser sur les maires, mais l'État ne pourra pas être efficace sans les maires. Et il faut qu'on sorte de cette logique de la verticalité dans laquelle on pense que tout peut se décider de haut, alors qu'en réalité, ce sont les acteurs de terrain, les maires en premier lieu, qui voient concrètement comment la question se pose, qui connaissent les familles dans lesquelles se produisent les premiers phénomènes de décrochage scolaire, parfois de violence intrafamiliale, les premières difficultés qui amènent ensuite à ce qu'on retrouve des jeunes qui basculent dans l'ultraviolence et dans le narcotrafic. Et je dis des jeunes, on parlait de délinquance juvénile, je n'aimerais pas que demain on ait à parler de délinquance de l'enfance. Pardon de cette expression, mais elle dit la réalité de ce que nous sommes en train de connaître. Et donc, il y a des outils que nous allons renforcer. Il y a les conseils des droits et devoirs des familles, il y a les CLSPD, ça a été dit, les CISPD, les contrats de responsabilité parentale, car oui, il y a aussi un sujet, les maires le savent bien, de responsabilité parentale, d'autorité parentale. Mais je veux le dire très clairement, nous allons renforcer puissamment, clarifier, mettre de la lisibilité dans tous ces outils-là, mais qui seront d'abord à la disposition des maires qui connaissent le terrain. Et j'ai bien entendu ce qui a été dit sur le fait que cette collaboration ne pouvait pas être à sens unique. Nous aurons l'an prochain une nouvelle stratégie nationale de prévention de la délinquance. Ce sera l'occasion qu'on puisse aller plus loin, mais je veux d'ores et déjà remercier tous ceux qui sont intervenus, tous ceux qui sont mobilisés sur ce sujet-là, en mon nom, au nom du ministre de l'Intérieur, et vous dire combien nous allons continuer à travailler ensemble parce que notre jeunesse le mérite. Merci infiniment. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à l'ensemble des intervenants. C'était très riche. Malheureusement, on n'a pas pu laisser la parole et je vous prie de m'excuser le public. Nous avons un petit peu débordé et donc ce que je vous demande, c'est qu'on puisse, sauf si vous souhaitez bien sûr assister à l'atelier suivant, libérer la place le plus rapidement possible pour qu'on puisse suivre. Merci à toutes et à vous tous et merci, Monsieur le Ministre. Merci les uns et les autres.